Bienvenue à l'émission En classe sur ORTM. Le cours de ce matin porte sur responsabilité, justice et démocratie. Voyons donc la situation d'apprentissage. Au sortir d'une discussion avec ses camarades de classe sur le thème de responsabilité, justice et démocratie, un élève de la 11e année SES reste perplexe en ce qui concerne les informations reçues. Le lendemain, il décide d'aller voir son professeur de philosophie afin d'être édifié sur ces notions et les rapports qui existent entre eux. Voyons donc le plan de notre cours. En activité numéro 1, nous allons procéder à la définition des concepts. Activité numéro 2, nous parlerons de la typologie. Et en activité numéro 3, on verra les rapports qui existent entre les notions de responsabilité, de justice et de démocratie. Voyons la consigne de l'activité numéro 1. À partir de tes propres recherches, définis chacun des concepts suivants: responsabilité, justice, démocratie. Voyons la synthèse partielle. D'abord, la responsabilité, son étymologie. L'étymologie d'un mot, c'est le premier sens donné à ce mot. Donc, d'un point de vue étymologique, le mot responsabilité vient du latin respondere. Respondere, c'est quoi? C'est se porter garant, c'est répondre de quelque chose. Quels sont donc les sens possibles du mot responsabilité? D'abord, le sens général. La responsabilité, c'est quoi? C'est l'obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Ensuite, la responsabilité, c'est quoi? Elle désigne la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions. Donc, si nous récapitulons, le mot responsabilité suppose quoi? D'abord, une certaine maturité intellectuelle. Pourquoi une maturité intellectuelle? Parce qu'il faut atteindre un certain âge pour vraiment être responsable. Il faut donc pouvoir jouir de toutes ses facultés. En ce sens, l'enfant n'est pas encore responsable parce qu'il n'a pas atteint l'âge requis pour décider par lui-même. Ensuite, le fou, le débile mental n'est pas non plus responsable, tout simplement parce qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés. Après la définition du mot responsabilité, nous venons à la justice. C'est quoi la justice? Venons d'abord à son étymologie. Le mot justice vient du latin justus. Justice, c'est quoi? Elle désigne l'équité, ce qui est conforme au droit. Comment on peut parler d'équité? Il ne faudrait pas confondre équité et égalité. Je prends un exemple. Nous faisons tout de suite un devoir. Le professeur donne 10 à chaque élève. Vous allez voir des plaignants. Certains élèves vont dire, professeur, ce n'est pas juste parce qu'il y en a qui ne méritent pas 10. D'autres diront, professeur, ce n'est pas juste parce qu'il y en a qui méritent au-delà de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a équité, il n'y a pas forcément égalité. Bien sûr, on peut établir un rapport d'égalité dans l'équité, mais pas dans la chose distribuée. Là, la proportionnalité en réalité est mise en relation avec le travail dû et la récompense, ou bien le châtiment infligé par rapport à la faute commise. Si donc la faute commise est proportionnelle au châtiment infligé, on parle bien sûr d'équité. Ou bien, si le travail rendu est proportionnel à la récompense, on parlera d'équité. Quel est donc le sens général du mot justice? La justice est à la fois une vertu et une institution. Elle désigne le respect d'une certaine égalité entre les hommes, fruit d'un arbitrage équitable. Quels sont les autres sens? Elle est donc symboliquement représentée par le glaive et la balance.
en traduisant son double rôle, d'abord d'administration des châtiments et de détentrice de la vertu morale. Venons maintenant à la définition du mot démocratie. C'est quoi la démocratie? Étymologiquement, le mot démocratie vient de deux mots grecs. Démos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir. Donc, d'un point de vue général, la démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple, sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, à la richesse, à la compétence. Voilà une autre définition du mot démocratie. La démocratie, selon Abraham Lincoln, est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais cette définition religieusement citée partout doit être en réalité soumise à une critique philosophique. Pourquoi? Parce que ici, il y a deux concepts qui sont centraux, le pouvoir et le peuple. Mais on va demander au peuple, est-ce que vous êtes au pouvoir? Vous trouverez que la majorité des personnes diront non, nous ne sommes pas au pouvoir. Dans ce cas, pourquoi on parle de pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple? Pour faire une analyse critique de cette définition, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que le pouvoir. Par pouvoir, on entend l'autorité que un individu ou un groupe A exerce sur un individu ou un groupe B. Dans ce cas, si nous définissons la démocratie comme pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui représente A, qui représente B? Vous trouverez que c'est très subtil que de dire c'est le peuple qui représente en même temps A et B. Ça veut dire que de ce paradoxe, nous devons trouver une porte de sortie. Comment? Le peuple ne participe au pouvoir qu'à travers le suffrage universel. Le peuple donne sa voix à des individus, donc autorisés à les diriger. Mais cet individu qui dirige ne dirige pas suivant des règles de l'arbitraire. Il dirige en fonction des lois établies, votées par des personnes qui sont représentatives du peuple. Ça, c'est l'Assemblée générale ou bien le Sénat. Après donc la définition des trois notions de démocratie, de justice et de responsabilité, venons maintenant à la typologie. Venons d'abord au type de responsabilité. Voyons ici en petit a la responsabilité civile. C'est quoi la responsabilité civile? Elle est considérée du point de vue des dommages d'une action volontaire ou non. Les principes généraux de la responsabilité civile sont prévus et décrits dans le Code civil. Elle nécessite la présence de trois éléments fondamentaux. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut d'abord qu'il y ait une faute. Ensuite, pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut qu'il y ait un dommage. Enfin, pour parler de responsabilité civile, il faut mettre le lien entre la faute et le dommage. C'est ça le lien de causalité. Ensuite, la responsabilité pénale ou délictuelle. Délictuelle vient du mot délit. Délit comme une faute commise. Alors, elle est l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction délictueuse, commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime. Outre ces deux types de responsabilités, on peut aussi parler de la responsabilité médicale. Pourquoi? Elle est l'obligation pour en fait une institution sanitaire de répondre des erreurs médicales causées par l'institution ou un de ses travailleurs.
Après donc, les types de responsabilités, venant au type de justice. Il existe plusieurs types de justice, mais nous n'en considérons que deux ici. La justice commutative, elle s'intéresse en fait à la légalité entre les hommes en matière d'échange. Je disais que dans la justice, il y a une question d'équité qui se pose. L'équité, c'est quoi? C'est la question du mérite. Alors, il faut donner à chacun son mérite. Si je paye 100 francs, il faudrait que je reçoive en retour une marchandise qui équivale 100 francs. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de justice commutative. Ensuite, la justice sociale ou distributive, elle est donc fonction des doctrines, à chacun selon sa production ou sa productivité économique, ou selon ses fonctions, ses responsabilités, son rang ou suivant ses besoins. Cela dépendra des types de théories philosophiques ou politiques que nous soutenons. Donc, le concept de justice sociale est apparu au milieu du 19e siècle afin d'aboutir à une répartition équitable des biens sociaux et d'offrir aux différentes classes sociales des opportunités de développement. Vous trouverez que tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de stabilité dans un pays. Enfin, venons au type de démocratie. Globalement, on en distingue trois. D'abord, la démocratie directe ou athénienne. Vous voyez, si vous prenez la société antique grecque, vous trouverez qu'elle était constituée de cités-États. Ça veut dire ce qu'on appelait État dans la Grèce antique, ça ne dépasse pas nos gros villages d'aujourd'hui. Donc, il y avait un espace public au centre du village qu'on appelait Agora. À l'Agora, les citoyens se retrouvaient pour discuter des questions qui engagent la vie de la nation. Le grec ancien trouvait son bonheur non dans la richesse, mais dans sa participation active à la gestion de la chose publique. Donc est heureux celui qui peut participer à la gestion de la res publica, la chose publique. Cette chose publique n'est autre que ce que nous appelons aujourd'hui la politique. Alors, cette démocratie directe, elle se caractérise par quoi? Par d'abord l'absence de procuration. Si je suis citoyen, je dois me déplacer en personne pour me rendre à l'agora et participer aux prises de décision. Mais je ne peux pas me faire représenter par autrui. Donc l'idée de procuration n'existait pas dans la démocratie athénienne, dans la démocratie directe. Mais cette démocratie directe, elle était aussi une démocratie limitée. Pourquoi c'était une démocratie limitée? Tout simplement parce que il y a une catégorie sociale, un certain nombre de groupes sociaux qui étaient exclus de la gestion de la chose publique. C'étaient les femmes, c'étaient les enfants, c'étaient les étrangers, c'étaient les esclaves. De telle sorte que la démocratie athénienne, en réalité, était concentrée autour de près de 11% de la population. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler une telle démocratie vraiment la démocratie? Parce que le peuple est réduit seulement aux aristocrates, aux nobles. Mais aujourd'hui, notre démocratie n'est plus une démocratie directe. C'est une démocratie indirecte, parlementaire ou représentative. Pourquoi? Il y a des raisons qui peuvent expliquer cela. J'avais dit d'abord que les cités-États grecs, c'était en fait presque nos villages d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver un espace commun qui pourrait réunir tous les citoyens du pays? Ça, c'est pratiquement impossible. Puisque cela est impossible,
il a fallu réfléchir à d'autres modes de représentation. Ça, c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat selon les pays. Ça veut dire quoi? Tout le monde ne peut pas se retrouver à l'agora pour prendre des décisions ou pour participer aux prises de décisions qui engagent la vie de la nation. Nous n'avons pas cet espace, mais aussi nos États actuels sont des États qui comptent des millions de personnes. Donc pour pallier ces problèmes, il a fallu mettre en place un système de représentation. C'est ce système de représentation qui légitime l'existence donc de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc, lors des élections de proximité, les individus choisissent les membres de l'Assemblée, ceux-là qu'on appelle les députés. Et ces députés-là donc décident à notre place. Comment ces députés décident à notre place? Ne serait-ce qu'en votant les lois. On suppose que lorsque les députés décident à notre place, nous avons décidé, puisque nous avons accepté de leur donner volontairement nos voix. C'est en cela qu'on parle de démocratie représentative. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je ne peux pas aller à l'élection présidentielle, mais je peux par procuration donner ma voix à quelqu'un. Laquelle procuration n'existait pas dans la démocratie athénienne ou dans la démocratie directe. Après donc la démocratie directe ou athénienne et la démocratie indirecte, nous parlons de la démocratie semi-directe. En réalité, cette démocratie semi-directe n'est qu'un arrimage partiel de la démocratie indirecte et la démocratie représentative. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement l'Assemblée existe, mais il y a des questions sur lesquelles tous les citoyens sont appelés aux prises de décision. Par exemple, le référendum, par exemple, l'élection présidentielle. Nous venons maintenant en activité 3. Cette fois-ci, il s'agit de parler des rapports entre la responsabilité, la justice et la démocratie. Relation. Alors, c'est dans le régime démocratique que la justice joue pleinement son rôle, sans être entravée par d'autres pouvoirs. On parle donc d'indépendance de la justice. La justice permet de garantir le régime démocratique, car elle implique l'égalité entre les citoyens. C'est elle qui surveille les institutions, surtout la Constitution en son nom. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc ça veut dire que l'objectif de la démocratie, c'est vraiment le renforcement de la justice, l'institutionnalisation de la justice à travers le principe de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Tandis que si vous prenez d'autres régimes politiques comme la monarchie, vous trouverez que le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne. Un tel régime politique pourrait très difficilement appliquer la justice. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tard dans la justice démocratique. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Si elle est mal appliquée, même en démocratie, il peut bien avoir de l'injustice. Donc, la justice, comme nous l'avons expliqué ici haut, c'est le respect des lois prescrites dans une société. Elle permet la cohabitation et l'harmonie dans la société. La démocratie, c'est le régime politique le plus pratiqué aujourd'hui. Elle garantit la liberté et respecte les droits de l'homme. Dans la démocratie, le pouvoir est entre les mains du peuple souverain. Maintenant, si nous parlons des liens avec, ou bien de ces liens avec la responsabilité, entendu comme la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions, occupe une place de choix dans la démocratie. Nous avons dit, l'individu participe à la gestion de la chose publique à travers le suffrage universel qu'est le vote. En cela, on suppose que l'individu
est responsable. Mais qu'est-ce qui fait qu'il faut atteindre un certain âge pour aller voter? Par définition, nous avons dit que la responsabilité suppose qu'on jouisse totalement de ses facultés, puisque l'enfant n'a pas encore la maturité intellectuelle lui permettant de prendre ses décisions. L'enfant ne participe pas aux prises de décisions qui engagent la vie de la nation, y compris celui qui ne jouit pas de toutes ses facultés, dont le fou par exemple. Donc en démocratie, on parle souvent de responsabilité morale et de responsabilité politique du gouvernement. Le président de la République assume donc la responsabilité morale de tout ce qui touche à la vie de la nation. Et en cas d'erreur, l'opposition ou l'Assemblée peut demander une motion de censure. La motion de censure, c'est quoi? C'est le fait de demander dans un régime démocratique ou présidentiel le départ du gouvernement avec l'ensemble de ses ministres. Donc, d'un point de vue philosophique, la responsabilité embrasse le rapport entre l'aptitude et la possibilité de l'homme d'intervenir dans telle ou telle situation en sa qualité de sujet et d'auteur de ses actes. Ainsi, un homme responsable fait toujours un choix moral correct et tient à donner des résultats probants dans les activités ayant fait l'objet de son engagement. Il faut simplement dire que la question de la responsabilité est envisagée en tout point de vue en relation avec le concept de liberté. Donc, de façon plus claire, selon le marxisme, la question de la responsabilité revêt un caractère historique concret et requiert ses lettres de noblesse dans l'analyse d'une liberté réelle de l'homme conformant à ses conditions de vie socio-économiques et culturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la conception marxiste, si nous parlons de responsabilité, en cas où le président, même élu, s'il arrive qu'il commette des erreurs, la Constitution prévoit des modalités pour le rappeler à l'ordre. Mais d'un point de vue historique, si vous voyez qu'un mode de production arrive à terme, le mode de production ne peut être changé qu'à travers l'implication d'une catégorie de personnes qu'on appelle classe révolutionnaire, donc qui s'engage à lutter pour sa liberté et ses droits. Il en a été ainsi dans l'Antiquité entre les maîtres et les esclaves. Il en a été ainsi au Moyen-Âge entre les seigneurs et les serfs. Il en est ainsi à la période capitaliste entre les bourgeois et les ouvriers. Donc le concept de responsable renvoie à la liberté de choix que l'homme se doit d'opérer en toute conscience. Lorsque la raison choisit, elle choisit le juste, le raisonnable. Et tant mieux pour la démocratie. Voilà donc brièvement expliqué la leçon sur responsabilité, justice et démocratie. Merci de votre écoute attentive.